Ghana, we now have freedom. Africa wants freedom. Africa must be free. Oracles indicated. Des faits indiquent que Kwame Nkrumah était malfaisant. Monsieur le Président, il y a un coup d'État. Je n'avais jamais vu une telle explosion de joie. Accra, capitale du Ghana et plus grande ville du pays. Son nom serait dérivé de Nkran, un mot de la langue Akan signifiant fourmi. Pas étonnant d'y voir des hommes et des femmes se bousculer et s'affairer sous le soleil brûlant pour gagner quelques sous. C'est dans ces mêmes rues que marchait un grand homme. Un homme qui a mené la lutte pour la libération du Ghana. Son nom, Kwame Nkrumah. C'est sous sa direction que le Ghana a fait de grands progrès en termes de développement, comme la construction de la ville de Tema, de l'autoroute Accra-Tema, de l'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah et du grand barrage d'Akosombo. Bien sûr, il a également joué un rôle clé dans la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. Kwame Nkrumah est salué pour ses réalisations au-delà des frontières du Ghana. Cette décennie est la décennie de l'indépendance africaine. En avant vers l'indépendance. L'indépendance maintenant. Demain, les États-Unis d'Afrique. Pour lui, l'Union africaine est une passion et je pense qu'il avait raison. Regardez ce qui se passe en Afrique maintenant, regardez ce qui se passe au Congo. C'est l'un des pays les plus riches. Mais où en est-il maintenant? Il y a des chefs de guerre partout avec des entreprises privées de l'extérieur. Et ils font ce qu'ils veulent. Regardez ce qui se passe dans toute l'Afrique. Il avait prédit que si on ne s'unissait pas, on en serait là où nous en sommes maintenant. Le docteur Kebi Asante était secrétaire d'État sous la direction de Kwame Nkrumah. Il raconte quelle personnalité avait Nkrumah. Il pouvait être charmant quand il le voulait. Mais généralement, avec ceux qui travaillaient avec lui, il était ce que j'appellerais un contremaître dur et charmant. C'était un bon danseur et il aimait la musique. On entendait de la musique, je me souviens qu'on entendait souvent du high life, de la musique traditionnelle. Son sourire était contagieux. C'était le charme de Nkrumah, un homme qui était très engagé pour l'Afrique. Nkrumah a vécu et est mort en africain. Il naît en septembre 1909 dans un village de la Côte de l'Or, nom du Ghana avant son indépendance. On le prénomme Francis Nya Kofi Ngioma. Son père est orfèvre et sa mère fait du commerce de détail. Plus tard, son nom change pour devenir Kwame Nkrumah. Nkrumah fait ses études à l'école d'Achimota en 1930, puis devient enseignant. Nkrumah était un être humain très ordinaire. Il était humain comme nous tous. Il est né dans un petit village, un village minuscule dans l'ouest du Ghana. Il a reçu un enseignement catholique. Il est allé à l'école d'Achimota. Au début, il voulait devenir prêtre catholique, mais il a finalement enseigné au lycée d'Achimota, qui était un lycée très prestigieux pendant l'époque coloniale. À 26 ans, Nkrumah quitte la Côte de l'Or pour étudier à l'université Lincoln aux États-Unis. Il lit beaucoup les écrits de Karl Marx et de Marcus Garvey, ce qui fait naître en lui un intérêt pour les idées socialistes.
Nkrumah s'est beaucoup inspiré de l'œuvre de Marcus Garvey et les idées de retour en Afrique et de liberté pour les Noirs l'ont beaucoup inspiré également. Il en savait beaucoup sur toutes ces choses. Cela a alimenté ses idées sur la conscience panafricaine et un besoin de rallier un large éventail de personnes à ce qu'il voulait faire. Aux États-Unis d'Amérique, il est tombé sur les écrits de George Padmore et d'autres qui étaient dans le mouvement panafricain. Finalement, en 1945, il est allé à Manchester, au Royaume-Uni, où ils ont organisé le 5e congrès panafricain et ils ont décidé d'accélérer la lutte pour la libération de l'Afrique. Ces hommes d'action et de réflexion ont exercé une grande influence sur le jeune Nkrumah. Ces idées en faveur de l'unité de tous les Africains seront plus tard connues sous le terme de panafricanisme. Dans son livre I Speak of Freedom, Nkrumah écrit « Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir l'une des plus grandes forces pour le bien dans le monde. » Après 12 ans loin de sa terre natale, Nkrumah est invité à devenir secrétaire général du tout premier parti politique de la Côte de l'Or, l'UGCC, à savoir United Gold Coast Convention. Nkrumah et les membres fondateurs du parti seront plus tard surnommés les Grands Six. 1948 est une année durant laquelle la Côte de l'Or connaît une agitation durable qui donne lieu à des boycotts et des actions de masse. Les marchandises importées par les commerçants asiatiques, libanais et européens sont trop chères pour les locaux. Il y avait un boycott des marchandises britanniques parce que les gens estimaient que l'Association des marchands de l'Afrique de l'Ouest, qui comprenait toutes les entreprises d'expatriés britanniques, avait augmenté les prix bien au-delà de la capacité des Ghanéens. Le gouvernement colonial accuse les dirigeants de l'UGCC de provoquer l'agitation. Par conséquent, Nkrumah et tous les membres de l'UGCC sont arrêtés et emprisonnés à James Fort. Ils sont tenus responsables des pillages et des émeutes. Cette incarcération n'empêche pas Nkrumah de continuer à s'opposer au pouvoir britannique. Son arrestation n'a en aucune manière atténué l'enthousiasme au sein du parti qu'il avait fondé, en grande partie parce que certains des militants sont restés en dehors des murs de la prison. En 1951, la population de la Côte de l'Or vote pour l'autodétermination. Kwame Nkrumah a déjà quitté l'UGCC pour former un autre parti, le CPP. En 1951, le parti qu'il a formé en dehors de l'UGCC, à savoir le Convention People's Party, a remporté une victoire écrasante aux élections générales et il est devenu celui qui dirigeait les affaires gouvernementales, un peu comme le Premier ministre de la Côte de l'Or à cette époque. Le CPP est très suivi. La jeunesse, en particulier, croit en Kwame Nkrumah et ses idées. Elle s'implique activement dans une campagne en faveur de sa libération. Après la victoire écrasante du CPP, la pression sur le gouvernement colonial pour libérer Nkrumah augmente. At Accra, a huge crowd cheers as Kwame Nkrumah leaves James Fort Prison, freed by the governor as an act of grace on the eve of the inauguration of the new constitution. Le gouverneur britannique, Charles Arden Clark, le reconnaît finalement comme Premier ministre. Entre 1945 et 1965, un nombre important de pays africains obtiennent leur indépendance des puissances coloniales européennes. Le 6 mars 1957, le Ghana devient le premier pays subsaharien à accéder à l'indépendance. When the Gold Coast successfully get their independence official, Ghana is the name. Ghana, we wish to proclaim, we will be.
Nous nous verrons créer notre propre personnalité et identité africaine. Nous nous engageons de nouveau dans la lutte pour émanciper les autres pays d'Afrique. Notre indépendance n'aura de sens que si elle est liée à la libération totale du continent africain. Jerry Rawlings, ancien chef de l'État, se souvient de l'atmosphère qui régnait à l'époque. On jouait au football et on a entendu la sirène. Tous les gens, où qu'ils étaient, se sont arrêtés en entendant la sirène. Mais pas moi, bien sûr. Je courais après le ballon. Et j'ai compris que j'étais le seul à courir après le ballon, alors que tout le monde écoutait la sirène quand je suis tombé sur un fil de fer barbelé. Et c'est la cicatrice que j'ai ici. C'était ce jour-là. Que ceux qui portent un chapeau l'enlèvent. Écoutons l'orchestre jouer notre hymne national. Et à partir de maintenant, cet hymne national est l'hymne national de la Côte de l'Or qui sera joué à toutes les occasions. L'ambiance était électrique. Tout le monde voyait l'aube de nouveaux jours. C'est le jour où il a dit que l'Afrique était capable de se gouverner elle-même et que nous, les Africains, devraient être autorisés à faire nos propres erreurs. Ce fut une journée incroyable. Cette liberté est une source d'inspiration pour d'autres pays africains qui veulent s'émanciper du joug colonial. Par conséquent, le Ghana occupe un rôle central dans la lutte contre les impérialistes. Le 31 décembre 1957, le Premier ministre en exercice, Kwame Nkrumah, met fin à son célibat. Il épouse Fathia Ritz. Un heureux événement qui se produit quelques heures après que l'avion de cette dernière, qui venait d'Égypte, a atterri à Accra. Le mariage en déconcerte plus d'un. Les gens ne comprennent pas pourquoi Kwame Nkrumah a demandé la main d'une Égyptienne. Elle ne parle pas l'anglais, pas plus que lui ne parle l'arabe. Ma mère était une jeune femme issue d'une culture différente. Elle a quitté sa famille et sa maison pour venir vivre ici, donc je pense que ce fut un mariage difficile. Mais dans un sens, je me souviens qu'elle a dit que si c'était à refaire, elle l'aurait refait. Lui, je pense qu'il ne l'a pas épousée parce qu'il était amoureux d'elle. Il a juste senti qu'il était temps pour lui, étant donné sa fonction, parce qu'il était Premier ministre, puis est finalement devenu président en 1960. Je pense qu'il avait besoin de donner cette image. Ensemble, ils ont 3 enfants. Gamal, Samia et Sekou. D'une relation précédente, il a également donné naissance à un fils, Francis Nkrumah. On a eu une enfance ordinaire, dans le sens où mon père était très modeste et simple à la maison. Je me souviens qu'on jouait autour de lui. Mais je me souviens de petites choses comme quand il insistait pour nous donner une cuillère de miel car c'était bon pour nous. Très vite, le régime de Kwame Nkrumah commence à faire l'objet de critiques. En déclarant le Ghana comme un État à parti unique, il est perçu comme un dictateur. Avec le système du parti unique, tout devenait Nkrumah, et ce n'était pas bien. Voyez-vous, c'est encore une méconnaissance totale de l'histoire africaine. La quasi-totalité des États africains qui se sont libérés du joug colonial ont établi un système de parti unique. Pensez-vous qu'un système de parti unique est bon pour la démocratie?
Si ce n'était pas la démocratie, ils auraient dû nous laisser avec les maîtres coloniaux. Ils ne nous y forçaient pas. J'ai attendu un jour où il était seul et de bonne humeur pour lui dire « Pourquoi voulez-vous un parti unique ?» Il a dit « J'ai fondé de nombreuses usines et industries et je n'ai pas assez de personnes compétentes pour les diriger. La plupart des gens qui peuvent le faire sont dans l'opposition. » Voilà pourquoi j'ai compris la raison pour laquelle il voulait un État à parti unique, auquel nous appartiendrions tous. Nkrumah ne s'arrête pas là. Il va plus loin en appliquant la loi sur la détention préventive, qui lui donne le pouvoir d'emprisonner sans procès toute personne qu'il considère comme une menace. Tous ces projets de loi ont été adoptés par le Parlement, même le projet de loi sur la détention préventive. Il ne s'est pas levé un jour en disant « Moi, Kwame Nkrumah, je décrète aujourd'hui cette loi ». Non, il a respecté la procédure. Il a soumis le projet au Parlement et le Parlement a adopté la loi sur la détention préventive. L'élite, à cette époque, était contre ce type de gouvernance dictatoriale. De ce fait, l'opposition contre Kwame Nkrumah s'est accrue. Comment la personne qui nous avait menés dans la lutte pour élire nos propres dirigeants aurait-elle pu devenir un dictateur? La personne qui nous avait conduits à affirmer notre droit en tant qu'être humain. Quelle logique bizarre! Ça n'a pas de sens. C'est son propre peuple, son propre gouvernement qui s'en est débarrassé parce qu'il devenait nuisible. Alors que Nkrumah marche dans les jardins de Flagstaff House, la résidence présidentielle d'alors, il est la cible d'une tentative d'assassinat manquée. Un jour, alors qu'il marchait entre sa maison et son bureau, un policier a ouvert le feu sur lui. Qu'était-il censé faire avec ce policier? Lui donner un bouquet de fleurs et l'embrasser sur la joue pour avoir essayé de l'assassiner? Je ne comprends pas ces propos absurdes sur une prétendue dictature. En août 1962, Nkrumah revient de Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. Une écolière doit lui remettre un bouquet dans lequel a été cachée une grenade. Cette dernière explose. C'est à ce moment-là que la bombe explose. Il était touché. La jeune fille qui lui présentait les fleurs est morte sur le coup. Il a eu le corps grêlé par les fragments de la grenade. Alhaji Souleymana Yeremia était en prison durant le régime de Kwame Nkrumah. Il a été accusé d'être derrière l'attentat. Ici, au Ghana, si vous parlez de la bombe, on mentionne mon nom. Si vous regardez le procès, je n'étais pas seul. Si cela avait été vous, qu'auriez-vous dit? Auriez-vous endossé la responsabilité? À ce moment-là, c'était une question de vie ou de mort. Lorsque vous me mettez ça sur le dos, je n'accepte pas. Mais tout indique que c'était moi. Les conditions économiques au Ghana commencent à se dégrader. Le cours du cacao, qui constitue la majeure partie des exportations, baisse sur le marché mondial. Le taux de chômage augmente parce que les entreprises publiques qui ont été établies s'effondrent vite et les prix des produits alimentaires sont en hausse. À un moment, on a eu le revenu par habitant le plus élevé en Afrique. Le Ghana, pour la première fois, rationnait le savon, le lait et d'autres choses qu'on achetait au stade d'Accra. Cela n'était pas digne du Ghana. Pendant ce temps, Nkrumah finance la Guinée à hauteur de 10 millions de livres provenant des caisses de l'État, ce qui constitue la pire erreur économique de l'époque.
La Guinée devait être assurée d'un soutien et toute l'Afrique devait savoir que nous étions ensemble, que nous devions nous aider les uns les autres. Donc pour moi, ce n'était pas une question d'argent, mais un geste symbolique d'une grande importance. Ces efforts pour sauver la Guinée n'améliorent en rien sa réputation déjà ternie auprès de la population ghanéenne. Même ceux en qui il fait le plus confiance dans son gouvernement peuvent finir par être une menace. Nous ne pouvons en aucun cas permettre les impérialistes et les néocolonialistes de s'acoquiner avec les traîtres qui sont parmi nous et veulent nous éloigner du chemin du droit et du progrès. Le 21 février 1966, le président Kwame Nkrumah quitte Accra à bord d'un avion à destination de Hanoï, au Vietnam. Ironie du sort, il part pour une mission de paix, alors que chez lui, la situation est tout sauf paisible. 3 jours plus tard, le matin du 24 février 1966, le président à vie autoproclamé Kwame Nkrumah est renversé par un coup d'État militaire. Pour la chute du docteur Kwame Nkrumah, je n'avais jamais vu une telle explosion de joie. On était en prison quand on a appris que Kwame Nkrumah avait été chassé. Dans la prison, on pouvait voir les gens pleurer de joie. La prison était pleine. Des gens y mouraient. On ne pouvait plus les compter. Mais ils pleuraient quand ils ont entendu que Kwame Nkrumah avait été renversé. On se souvient de tous ces événements. Comme je l'ai dit, j'avais un peu plus de 5 ans. Heureusement, notre père n'était pas en ville. Il était hors du pays et nous nous sommes réveillés au son des coups de feu. En raison de mon âge, je ne savais pas ce qui se passait. Mais on rapporte que je demandais aux soldats qui gardaient le palais présidentiel, à savoir la Flagstaff House, pourquoi ils ne me saluaient pas ce matin-là. Parce que je ne savais pas ce qui se passait, qu'ils renversaient Nkrumah. Je me souviens de 2 choses que ma mère a faites. Elle nous a dit de prier et on a prié. Je me souviens qu'on s'est agenouillé pour prier et quand on a terminé, elle a dit qu'il ne nous arriverait rien, même s'il tirait. Ghana is passing through a revolutionary period. Les Américains n'aimaient pas Nkrumah à cause du régime qu'il essayait d'établir au Ghana et qui pouvait encourager d'autres États africains à faire de même. Et aussi en raison de l'aide qu'il apportait aux pays africains en faveur de leur indépendance. J'ai entendu que le docteur Kabe Asante parlait de la CIA. Bien sûr, ce n'était pas comme si la CIA avait juste débarqué. Non, peu importe d'où le soutien venait. Le CPP était préparé. Au Ghana, nous avons un proverbe qui dit « Quand un oiseau reste trop longtemps sur un arbre, il invite une pierre ». Nkrumah part en exil en Guinée où son ami et camarade pour la libération, Sékou Touré, lui offre l'asile et lui propose un poste de coprésident. En avril 1972, Kwame Nkrumah rend son dernier souffle dans un hôpital de Bucarest en Roumanie. Avant qu'il ne trouve la mort, il avait survécu à 5 tentatives d'assassinat, ce qui est la raison pour laquelle existe l'expression « Kwame Nkrumah ne meurt jamais ».
Plus tôt dans la journée, on nous avait dit que notre père allait rentrer à la maison et bien sûr, nous étions enthousiastes et nous avions mis nos plus beaux habits. Je me souviens que ma mère était particulièrement élégante dans sa robe en mousseline. En fin de journée, un émissaire est venu avec l'incroyable nouvelle que notre père était décédé. Donc, selon les archives, il est mort d'un cancer. Mais quelques personnes qui étaient proches de lui en Guinée disent également qu'il aurait été empoisonné. Il n'y a pas eu la moindre réaction à sa mort. C'est Amilcar Cabral qui a dit que Nkrumah était mort du cancer de la trahison et il avait beaucoup de trahison à l'époque de Nkrumah. Qu'on ne vienne pas nous affirmer que Nkrumah est mort à cause d'un cancer de la gorge ou d'autres quelconques maladies. Non, Nkrumah a été tué par le cancer de la trahison. I, Robert Gabriel Mugabe, do swear. Parmi ceux qui disent que Kwame Nkrumah était bon et était fidèle à ses principes, je dirais Mugabe. Mugabe était reconnaissant envers Kwame Nkrumah. Mais regardez le style de gouvernement de Mugabe. Est-ce une réussite? Voilà un vrai Nkrumah maïste, un panafricaniste qui croit en la véritable identité de l'Africain. Oui, c'est bien beau, mais en pratique... Kwame Nkrumah figure dans les livres d'histoire comme l'instigateur de la lutte pour la libération de l'Afrique. Sa vision en faveur des États-Unis d'Afrique est toujours d'actualité. La réalité, c'est qu'il n'est pas resté. Madiba est parti. Nkrumah est parti. Sékou Touré est parti. Samora Machel est parti. Nasser, en Égypte, est parti. Telle est notre réalité. Notre tâche est de créer un nouveau groupe de dirigeants visionnaires, de dirigeants qui veulent voir l'Afrique libre, de dirigeants qui veulent aider les Africains à avoir davantage confiance en eux-mêmes, dans leur culture, dans la nourriture qu'ils mangent, dans leur façon de s'habiller, de marcher et de parler. De dirigeants qui veulent encourager les Africains à prendre le contrôle de leurs propres ressources. Nous avons besoin de créer ce genre de dirigeants, telle est notre tâche. Je vous ai dit que c'était un homme bien. Nkrumah s'est consacré à la politique. Il aimait la nation, il aimait l'Afrique. Il était marié à l'Afrique. Jusqu'à sa mort, il a donné sa vie à la politique. L'Afrique d'aujourd'hui est l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Elle rappelle constamment que Kwame Nkrumah ne meurt jamais.